Non, je pense que si les États-Unis réinvestissent militairement le Sahel à partir du Mali, je pense que cela participe essentiellement de leur volonté de ne pas se faire compter l'histoire. Ils veulent également rester présents et avoir aussi leur domaine ou leur secteur d'intervention. Sauf que ici, les Russes sont déjà très avancés au Sahel et entretiennent un partenariat fiable, un partenariat constructif avec les Russes via Africacom. Via Africacom, avec les Haïtiens et le Mali précisément. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que les États-Unis interviennent, en tout cas au Mali. Rappelez-vous, tous les armadas de l'OTAN qui étaient présents au Mali, les Américains ont participé d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas la première fois. Et surtout, on a vu qu'il n'y avait pas eu un résultat concret sur le terrain et que, bien au contraire, le terrorisme a même évolué jusque dans les régions côtières, comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Mais quand en décembre passé, il y a eu des frappes américaines sur le Nigeria, qui a fait le bilan? Qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui comme résultat? Je crois que... Est-ce que ça a réduit la menace? Ça n'a pas réduit la menace puisque aujourd'hui à Sokoto et aux environs, les djihadistes, les terroristes n'ont pas disparu. Donc ça a fait une boule de neige et puis à un moment donné, et puis après, les positions ont été pratiquement reprises. C'est pour ça qu'on ne voit vraiment pas l'intérêt. Ça veut dire que les États-Unis, si cette information en arrive à être réelle, n'ont aucune volonté de venir en aide aux États de l'AES. C'est tout simplement pour continuer à exister dans le Sahel, à continuer à instrumentaliser, à manipuler et à piller. Je crois que c'est essentiellement leur objectif. Mais je disais, avant la fin de la première partie, que les médias doivent jouer un rôle important. Il faudrait que ces derniers temps, par rapport justement à ce fait précis-là, que les médias adoptent un narratif qui repousse les Américains. Parce que la guerre aujourd'hui, telle qu'elle est menée, elle est 100%, elle est déjà à 5%. Il faut qu'on la gagne à 50% sur le domaine médiatique avant d'aller sur le domaine militaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut que l'AES comprenne qu'elle doit accentuer sa communication, ses canaux communicationnels, et que tous les médias qui sont censés ou qui supportent l'AES se déclenchent et occupent cet espace-là aujourd'hui pour faire repousser les Américains si jamais ils sont effectivement dans un plan. Vous partagez son avis sur la question de la communication, quelles pourraient être les retombées? La communication, nous le disons ici tous les jours. Ce n'est pas nouveau ce qu'il dit. Nous le disons ici tous les jours. Il faut communiquer. Je vous dis, il faut parler. Quand même, le mot fondateur dans la Bible, au commencement, était... La parole. Non, était le verbe, oui, la parole. Au commencement était le verbe. Ça veut dire que tout est dit dedans, hein. Tout est dit dans le verbe. Donc tu ne peux pas commencer ou réussir quelque chose sans le verbe, sans parler, sans communiquer. Ce n'est pas possible. Parce que toi tu comprends. Mais la masse dans le quartier, est-ce qu'ils comprennent comme toi? Parce que toi, le dirigeant, tu te dis, nous avons raison sur toute la ligne, il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne nous embêter, notre peuple va nous soutenir. Pendant ce temps, ton peuple est en train d'être détourné par les médias de celui qui est dans l'injustice, mais veut quand même venir t'agresser. Donc, il faut informer. On ne doit jamais être fatigué d'informer, de parler. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a tellement de canaux d'information fiables. Il y a les radios, les médias traditionnels, les radios, télévision, presse écrite, papier ou en ligne. Mais à côté, il y a les réseaux sociaux qui, malheureusement ou heureusement, font l'essentiel du travail. Tout ça, il faut maîtriser. J'ai vu ces derniers jours-ci au Burkina, ils ont ce qu'ils appellent le DIRC, c'est-à-dire que le matériel d'intervention rapide en communication, c'est cette communication, le travail qu'ils sont en train de faire. Il faut déclencher des DIRC dans tous les pays de l'AES et même dans tous les pays africains qui ne veulent plus être recolonisés parce que c'est fondamental. Quand vous écoutez les Européens parler de l'Afrique, surtout les Français, partout à l'Assemblée, nos intérêts, on doit retourner défendre nos intérêts. Ils n'ont jamais dit qu'ils reviennent défendre les peuples.
Jamais. Ça ne leur viendrait jamais même en tête de dire qu'ils veulent défendre les peuples. Là, ils vont les défendre de quoi? Les peuples n'ont aucun problème avec personne. Mais ils veulent venir défendre leurs intérêts. Comment vous, les Africains, vous êtes assis sur vos biens? Ils sont venus, ils les prennent gratuitement. Vous leur dites seulement, laissez-nous une miette, et ils prennent ça comme un défi, un crime de lèse-majesté. C'est ça qu'il faut expliquer à tous les Africains, à tout le monde. La vendeuse au marché, le jeune paysan au champ, l'étudiant, l'élève, il faut leur expliquer. Si vous ne leur expliquez pas, ils ne vont pas comprendre et vous serez surpris qu'ils prennent des positions contraires à l'intérêt de leur propre pays. Merci beaucoup. Et les messages de nos téléspectateurs, auditeurs, internautes nous parviennent déjà par dizaines. Permettez que je commence déjà par les lire. Le premier message dit ceci: je tiens à féliciter New World Forum pour son rôle d'éveil des consciences en Afrique. À mon avis, Donald Trump lutte contre l'État profond à l'échelle mondiale et démantèle son infrastructure, y compris des organisations terroristes en Afrique. Ma question s'adresse à l'ambassadeur Sogoyo Kedewe. L'ambassadeur perçoit-il le pragmatisme et l'intégrité dans la politique étrangère américaine? Éric Mathias depuis les Pays-Bas. Alors, la question, je reprends. Oui. Est-ce que vous percevez du pragmatisme et de l'intégrité dans la politique étrangère américaine? Oui, et je l'ai souligné ici que quand Donald Trump est venu, ils ont eu l'honnêteté de dire comment les mouvements terroristes ont été financés par l'Amérique, à commencer par l'USAID qui passait pour des saints dans nos pays, mais qui finançait les terroristes pour tuer les populations. Donc, d'une façon générale, le président Trump est venu avec une vision, disons, de changer beaucoup de choses, de les changer positivement. Mais entre-temps, on ne sait pas quel diable, quelle mouche l'a piqué, et il est devenu guerrier. Et c'est ça qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Il est devenu guerrier, il va enlever des présidents comme un bandit, il veut occuper les autres pays, comment on appelle ça, la Colombie, il veut occuper le Venezuela, il veut occuper le Groenland. Au nez et à la barbe de ses propres alliés européens. Le Groenland était territoire européen connu et reconnu par le droit international. Donc on ne sait pas d'où brusquement quelle mouche l'a piqué. C'est un moustique ou une mouche. Et puis bon, brusquement il change, il se met. Sinon, au départ, Donald Trump est venu pour changer. Il a beaucoup changé en Amérique. Il a même autorisé la publication des dossiers Epstein. Même si aujourd'hui on se rend compte qu'à un certain niveau, on a dû dire bon, ça va comme ça en attendant. Il a quand même permis qu'on voit que beaucoup de nos dirigeants européens allaient croquer des petits bébés avec Epstein. Donc il n'a pas caché ça. Donc effectivement, Trump a voulu jouer de la transparence, mais l'État profond, il est puissant. Un autre message d'un camarade burkinabé. Bonjour à tous, honneur à panélistes et merci pour la qualité des interventions. C'est avec un grand intérêt et beaucoup d'enthousiasme que je suis cette émission, en particulier pour comprendre les enjeux géopolitiques actuels dans la sous-région, notamment à la lumière des récents propos évoqués. J'ai deux questions. Quelles informations fiables et vérifiables permettent aujourd'hui d'envisager un risque de bombardement américain contre le Mali? Dispose-t-on de faits concrets ou s'agit-il surtout d'hypothèses liées au contexte géopolitique? Deuxième question, si cette intervention devait se produire, quelles conséquences anticipées pour le Mali et plus largement pour les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger? Camarade frère Mollet et puis le Faso. Non, je pense que la première raison qui crédite l'information, c'est le contexte dans lequel nous évoluons. Parce qu'il ne faut jamais se limiter à un fait précis. Il faut toujours placer les informations dans leur contexte. Et j'avais déjà répondu à cette question. Le contexte fait qu'aujourd'hui, les grandes puissances ont besoin beaucoup de ressources et elles s'en vont les chercher partout où ces ressources se trouvent, peu importe la manière. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un peu de politesse, on pouvait négocier, mais depuis que il y a eu un réveil sur le continent africain, notamment dans la partie AES, eh bien, on a constaté que les gens ne veulent plus aller de manière vraiment selon les négociations. Les gens veulent juste jeter leur dévolu sur les pays et prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Ça a été le cas au Venezuela, ça a été le cas dans d'autres pays aussi. Et donc ce contexte-là fait que quand les médias américains en parlent, eh bien, il faut prendre ça au sérieux. À cela, je voudrais ajouter le fait que depuis toujours, les Américains ont toujours considéré les ressources de l'AES comme étant leur réserve
ils l'ont fait savoir clairement au président Tanja Mamadou, au fait président Tanja Mamadou du Niger. Ils lui ont dit clairement que ton pétrole, le pétrole du Niger, c'est vraiment une réserve que nous avons gardée et on va venir l'exploiter quand vraiment nous allons sentir, quand le besoin va se faire sentir. Pour l'uranium, la France a toujours considéré que l'uranium du Niger, c'est sa chose. Et c'est ça qui amène tous les problèmes aujourd'hui que la France a avec le Niger, en essayant d'installer à la tête du Niger des présidents qui sont des sous-préfets. Et aujourd'hui, avec le général Tchiani, puisque cette tendance a été renversée, et c'est ça qui fait aussi que le Niger ça fait aujourd'hui toute l'animosité qu'on voit les pays occidentaux développer vis-à-vis donc du Niger. Donc, pour répondre à sa question, c'est vraiment le contexte et la soif sans frein des grandes puissances à disposer des ressources africaines qui donnent du crédit justement à cette information. Et parlant justement du général Tchiani du Niger, le prochain message évoque donc sa dernière intervention, c'était hier, un message du 242, je pense, Congo-Brazzaville. Bonjour Charlotte, bonjour Didier, bonjour son excellence Sogolu Kegewe, membre permanent de IPN Farafina. Ouais. Vous en savez quelque chose? Oui. Madame Charlotte, même si ce n'est pas le sujet. Des peuples noirs Farafina. Voilà. Même si ce n'est pas le sujet du jour, le sage général Tchiani a parlé d'un avion qui avait à bord des milliards de francs CFA. Je dis que cette guerre n'a fait que commencer, que Dieu sauve l'AES et l'Afrique en général. Un mot rapidement sur la question. Oui, mais si on transporte l'argent, on sait c'est pour qui. Tchiani lui-même a dit dans quel pays on forme les terroristes, il faut les payer. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est pas nouveau. Et surtout, comme c'est un argent gratuit, on imprime comme on veut. C'est l'argent pour les nègres. Bon, imprimer, remplissez l'avion, aller distribuer aux nègres qui sont ceux des nègres qui sont plus idiots que le nègre normal. C'est-à-dire que les nègres les plus idiots, c'est ceux qui sont prêts avec cet argent à aller tuer leurs frères. Donc imprimer seulement, aller leur donner, et puis bon, la guerre continue. Donc écoutez, Tchiani, il a toujours révélé des choses. Quand il parle, les gens sont là, ils murmurent. On envoie des trolls qui racontent des conneries, mais on veut qu'officiellement, eux aussi, qu'ils sortent pour parler. Tchiani ne dit que des choses dont il a la preuve. Voilà. Un autre message de Richard Tagba de Lomé au Togo. Bonjour Charlotte, bonjour le plateau. Est-ce à dire que si ces bombardements sont avérés, cela trouverait sa justification dans le possible soupçon des Américains que les terroristes iraniens se seraient réfugiés au Mali pour se construire une base stratégique et voudraient s'en débarrasser? Ou pour quelles raisons les Américains frapperaient-ils le Mali? Et quant à ce jour, il n'y a pas une guerre ouverte entre... Jusqu'à ce jour, en tout cas, il n'y a pas de guerre ouverte entre les deux pays. Les terroristes iraniens. Voilà, si j'ai dit iranien. Non, il n'y a pas de terroristes iraniens. Il y a l'armée iranienne. L'armée iranienne. Le corps des gardiens de la révolution, ils ne se cachent pas. Tous les matins, midi, soir, ils disent nous sommes là, venez. Ils ont dit même vous voulez venir envahir l'Iran à terre, mais on vous attend depuis, venez. Pourquoi les Iraniens ils restent cachés? Puis imaginez un seul Iranien se cachant de la guerre avec l'Amérique. Non, ils ont le sens du martyr. Chacun veut être le martyr. Mourir comme le grand ayatollah. Donc personne, aucun Iranien ne fuira. Pour ça, ils n'ont qu'à être tranquilles, dire que des terroristes iraniens, il n'y a pas de terroristes iraniens. Les terroristes qui ensanglantent l'Afrique, on sait de quel pays musulman ils viennent. Les Américains le savent mieux que moi. Donc c'est pas la peine d'aller les chercher en Iran là où ils ne sont pas. C'est leurs alliés dans le Golfe qui payent les terroristes pour venir massacrer les Noirs. Les Américains le savent. Oui, c'est vrai que les ayatollahs et les gardiens de la révolution, les Américains et les Israéliens les ont toujours appelés terroristes. Ils les ont toujours appelés terroristes. Donc, donc terrorisme contre terrorisme, dans ce cas, eux aussi sont des terroristes. Ainsi, donc, si l'intervenant parle de terroristes, certainement qu'il fait référence à ce narratif des Américains. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que là encore, nous voici dans un schéma d'un narratif pour justifier quelque chose d'atroce. C'est-à-dire que les Américains, avant de frapper, ils nourrissent et entretiennent toujours des narratifs. Oui. Rappelez-vous, on a dit qu'en Irak, qu'il y avait une bombe nucléaire. Rappelez-vous,
avant toujours d'amener des frappes quelque part, si ce n'est pas des terroristes qui sont en train de terroriser des chrétiens, c'est vraiment une bombe. Comme on ne peut pas dire qu'au Mali, il y a une bombe atomique, il y a une bombe nucléaire. Alors, eh bien, on va... Je pense que le prochain message, pardon, j'ai un petit souci avec le CH aujourd'hui, visiblement. Alors, va vous intéresser dans le même élan. Bonjour Charlotte, bonjour le plateau. Une telle annonce de Donald Trump mérite d'être prise au sérieux. Si aucune mobilisation n'est organisée pour s'y opposer, le risque est qu'il mette sa menace à exécution et bombarde le Mali. Après le Mali qui sera le prochain, on peut rappeler que si la diaspora ne s'était pas mobilisée, certains estiment que le Burkina Faso aurait pu être visé. La véritable question est la suivante. Peut-on prétendre combattre ceux que l'on a soi-même formés et armés? Est-ce réellement le sort du peuple malien qui préoccupe les États-Unis ou les richesses du sous-sol malien constituent-elles le véritable enjeu? Un message de Cyr depuis Paris. Mais ce sont, on l'a dit, l'ambassadeur l'a rappelé, ce ne sont pas les terroristes qui intéressent les Américains. Les terroristes, on sait qui les a créés, qui les a nourris, qui les a engraissés, qui les fournissent en armement, ça on sait. Et les Américains n'ont pas les pattes blanches en cette matière. Ils savent que quelque part, ils sont co-instigateurs de ce terrorisme-là. Ça, c'est la première des choses. Mais je reviens toujours sur le narratif. Le narratif, les Américains, les Occidentaux en général, avant de commettre une forfaiture, ils préparent l'opinion, ils font un habillage médiatique pour que tout le monde soit d'accord, qu'on dise que bon voilà, les Américains ont raison. Mais au fond, c'est des histoires. Il n'y a pas un seul terroriste que les Américains ont envie de frapper au Mali. C'est les ressources du Mali, de l'AES qui les intéressent. Ils veulent aussi l'évolution ou l'ancrage des Russes dans l'AES, c'est ça qui les dérange. Donc ils veulent venir aussi intervenir, délimiter une partie et l'occuper. Et vous allez voir que là où ils vont identifier pour aller frapper, ça ne sera pas fortuit. Ça va être toujours des endroits qui les intéressent, qui abritent quelque chose. Donc le maximum d'éveil. Charlotte, je crois que même si tu es né idiot, à force de te frotter aux Américains, tu deviens intelligent. Et quand on vous dit qu'ils veulent bombarder le Guinée au Mali, en fait, ils veulent bombarder tout l'AES. Parce que tu bombardes une forêt dans un coin du Mali et le lendemain tu dis « Ah, le chef a fui et il s'est réfugié au Burkina ». Mais on ne peut pas le laisser fuir et se réfugier au Burkina. Tu bombardes le Burkina, après d'autres chefs même sont allés au Niger. On les bombarde. En fait, c'est un plan de bombardement systématique des pays de l'AES qui se prépare. Le Mali, le Burkina, le Niger forment un. Tu ne peux pas bombarder un et dire que bon, c'est le un la seule. Et n'oubliez surtout pas que les réserves d'or de ces pays font saliver les Américains, tout comme le champion de l'Élysée. Mais ces gens-là, ils ont des cauchemars la nuit. Ils voient tout en or. Il faut aller prendre. Donc, leur fameux général l'anglais qui racontait des niaiseries sur l'or au Burkina, ce serait l'occasion pour eux, s'ils peuvent bombarder ces pays, pour ramasser leurs réserves d'or, pour les empêcher justement de créer leur monnaie, pour les réduire à l'esclavage du franc CFA, rebaptisé ECO. Mais tu vois toutes les saletés qui sont en train de préparer contre nos pays et nos peuples. Mais il est aberrant, il est surprenant que nous soyons là en train de dormir et en train de ronfler. Certainement, comme je l'ai dit la dernière fois, les produits qu'on a amenés au président Traoré pour mettre dans la nourriture, les boissons des gens pour les abrutir, j'ai l'impression que tous les Africains que nous sommes, on en a déjà pris.